Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous abordons les aspects de déontologie. Alors, le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie a publié en 1995 et en 2010 des rapports de recommandations dans le domaine biologique et médical, où ils disent notamment si l'information n'est pas correctement transmise, complète, honnête, compréhensible par le profane, alors la notion de consentement informé, le consentement éclairé, perd tout son sens. Donc, ils ont donné des recommandations pour améliorer la qualité de l'information que les scientifiques se doivent de transmettre à la société. Il est important que le public ait la certitude que l'information qui lui parvient via différents médias soit validée par les scientifiques. Or, personne n'est mieux placé que le chercheur lui-même pour valider une information scientifique. De même, les scientifiques ou les experts ont la responsabilité d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire d'adapter leur langage au niveau de l'interlocuteur. Il faut éviter le jargon scientifique sans trop sursimplifier ou donner trop d'approximations ou même atténuer ou altérer le sens de l'information que l'on fait passer. C'est un équilibre difficile. Et lorsque la vulgarisation passe par l'intermédiaire de journalistes scientifiques, il est important que la qualité de la validation soit validée par les chercheurs eux-mêmes. Dans certains cas, certains chercheurs, certains scientifiques s'avèrent être de bons pédagogues et avoir beaucoup de verve. Donc, on a tendance à les mettre en avant, indépendamment de leur propre réalisation scientifique, de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir de leur pairs. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisqu'ils savent communiquer. Il faut toutefois éviter le piège, sous la pression médiatique, de sortir de son domaine de compétence. Ça peut entraîner des dérives. Alors, lorsque celles-ci se font dans le feu de l'action, par exemple lors d'émissions en direct, on peut comprendre qu'il y ait parfois quelques dérives, quelques pas à côté. Lorsque là se fait dans des articles écrits, qu'on a le temps de relire, de corriger, de telles dérives sont beaucoup moins compréhensibles et beaucoup moins acceptables. Et une communication, et à contrario, si le journaliste déforme trop les propos du scientifique, si la communication est mal faite, cela peut échauder le scientifique qui risque alors de se retirer de cet exercice de vulgarisation. Dans le domaine médical, qui est particulièrement à risque, l'État a pris de nombreuses initiatives, à la fois pour bien former les vulgarisateurs, mais également pour introduire des règles qui sont à respecter, notamment sur les sites internet, à la fois pour garantir la transparence de l'information médicale et aussi pour bien identifier les risques de conflit d'intérêts, comme par exemple l'appartenance à une entreprise pharmaceutique, où on aura évidemment tendance à favoriser les médicaments de son patron. Alors,
en matière de formation, il existe pas mal de choses. Alors, sans être exhaustif, il existe des masters qui peuvent être suivis en communication, dans la communication qui est le domaine de la vulgarisation, ou alors des formations de journalistes scientifiques, notamment délivrées par l'École supérieure de journalisme. Il existe aussi des formations courtes qui peuvent être données à des chercheurs ou des ingénieurs. On retrouve ce type de formation, donc on peut qualifier de formation professionnelle, dans de nombreuses universités. Alors, qu'en est-il des vulgarisateurs célèbres? Alors, je ne vais pas être exhaustif, c'est impossible, il y en a eu vraiment beaucoup. Et il n'y a pas de doute que vous reconnaîtrez certains noms, et probablement que vous direz « Oh, il n'a pas cité un tel ou un tel ». C'est vrai, ma liste n'est pas complète. On ne va pas consacrer une vidéo entière à donner juste une liste de noms, ce n'est pas un bottin téléphonique. Donnons juste une série d'exemples. Alors, Heisberg était un journaliste et un bon vulgarisateur sur tout ce qui était télécommunications, surtout dans les années 50. Isaac Asimov, est très connu. C'est un écrivain de science-fiction. Ses séries sur les robots, par exemple, ont eu beaucoup de succès et elles ont inspiré plusieurs films. Il était biochimiste et vulgarisateur. J'ai d'ailleurs lu moi-même un de ses livres, étant enfant, sur la biologie. Cousteau, Jean-Yves Cousteau, très connu du grand public, était océanographe. Il a réalisé plusieurs ouvrages et aussi de nombreux documentaires sur l'océan et la vie dans l'océan. Flammarion, frère du célèbre éditeur, a fondé la Société astronomique de France et a créé une publication d'astronomie populaire. Fontenelle, surtout au XVIIIe siècle, est parfois considéré comme le père de la vulgarisation. Il était membre de l'Académie des sciences et il a publié de nombreux ouvrages didactiques, à la fois didactiques et distrayants, qui ont eu un énorme succès auprès du public. Gamow, physicien, a écrit une série d'histoires racontant les histoires de M. Tompkins, essentiellement en relativité et quelques autres domaines. Jean-Yves Gourmaud, journaliste, est le créateur de l'émission de télévision C'est pas sorcier. Stephen Jay Gould, très connu du grand public, a réalisé de nombreux ouvrages sur la géologie, la biologie et l'évolution. Stephen Hawking, récemment décédé, était un théoricien et un cosmologiste, un grand monsieur en sciences. Son livre, un de ses livres de vulgarisation, Une brève histoire du temps, fut un énorme succès et publié dans de très très nombreux pays. Citons encore Audier, astronome, qui a créé plusieurs ouvrages, plus d'une trentaine d'ouvrages de vulgarisation. Jacquard, qui était biologiste et philosophe, a également publié de nombreux ouvrages sur ces domaines. Jean-Pierre Luminet est astrophysicien. Il est spécialiste des trous noirs et de la cosmologie. Et il a publié également de nombreux ouvrages sur la cosmologie et les trous noirs.
Alors, Rogue est astrophysicien. Il a publié aussi de nombreux ouvrages. Carl Sagan, très connu, astronome, a publié de nombreux ouvrages et participé à de nombreuses émissions de télévision. Alors, il y en a encore bien d'autres. Citons par exemple Arun Taziev, en volcanologie par exemple, et bien d'autres. Alors, toutes ces personnes sont très importantes parce qu'elles ont permis de populariser la science et de faire passer le message scientifique souvent au mieux. Voilà, alors, nous terminerons dans la prochaine vidéo en parlant de ce que sont les expériences de pensée et nous parlerons du rapport qu'il peut y avoir entre science et vulgarisation. Quelle doit être l'attitude d'un amateur vis-à-vis de la vulgarisation pour ce qui est de l'aspect scientifique. Je vous remercie.